Bonjour à tous et à toutes, je suis Danny Claude, conseiller au partenariat industriel. On poursuit nos présentations sur la thématique communauté, culture et justice dans le cadre du Zoom sur l'intelligence numérique collaborative IVADO. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions, de vos commentaires sous l'onglet discussion interactive au bas à droite de votre écran. On va prendre quelques minutes à la fin de la présentation pour poser vos questions. Donc, notre prochain conférencier viendra nous présenter le projet Quorum et j'ai nommé professeur Yannick Dufresne, qui est titulaire de la chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques et professeur adjoint du département de sciences politiques de l'Université Laval. Son expertise principale est en mesure de l'opinion publique. Il a contribué à la conception et au développement de plusieurs applications de collecte de données numériques à grande échelle, dont la boussole électorale, déployée dans plusieurs contextes électoraux dans le monde, et le projet Quorum. Ces recherches ont notamment été financées par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, les fonds de recherche du Québec, ainsi que le ministère des Relations internationales. Professeur Dufresne, bienvenue et merci d'être avec nous cet après-midi. Merci de m'inviter. Merveilleux, je vous laisse aller avec votre présentation. Bon, parfait. Donc, bonjour à tous. Je ne vous vois pas en ce moment, donc je vais m'adresser à mon écran comme je donne mes cours habituellement. Merci de l'invitation à IVADO. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet Quorum, qui est un large projet. Je vais essayer de rentrer dans les temps puis de vous montrer un peu qu'est-ce qu'est le projet Quorum. Puis en une phrase, je pourrais dire que c'est une application web ludique de transfert de connaissances, mais comme on va le voir, c'est un petit peu plus que ça. C'est aussi une application d'outils de collecte de données et d'analyse. Lorsque je parle d'application web ludique de transfert de connaissances, évidemment, comme l'indiquait ma présentation, mais c'est un peu inspiré des autres outils auxquels j'ai contribué, comme la boussole électorale, le polymètre qui fait le suivi des promesses de différents gouvernements. Un nouveau projet sur lequel on travaille qui s'appelle Datagotchi, avec une édition Build a Voter qui est fondée sur la prédiction électorale. Puis évidemment, avec l'invitation qu'on m'a faite à IVADO, je vais essayer d'expliquer aussi tout le développement en collaboration qui a donné lieu à un projet d'envergure de projet Quorum. Puis comment est-ce que ça répond à différents défis en sciences sociales en particulier, techniques, éthiques et théoriques. Donc, qu'est-ce que c'est le projet Quorum? En ce moment, on parle d'un dossier, on s'appuie sur le dossier, on focus sur le dossier de la COVID-19, mais ça pourrait être éventuellement appliqué à d'autres enjeux. Comme là, en ce moment, on a déjà fait des demandes de subventions pour en faire sur des enjeux environnementaux, la transition énergétique, des enjeux sur la confiance envers la police. Puis l'idée, c'est de pouvoir, le concept de projet Quorum, c'est d'aller chercher des informations autant du côté des médias que des décideurs publics, puis de permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer sur une plateforme, d'aller recueillir de l'information sur eux-mêmes, mais aussi d'aller chercher de l'information sur l'opinion publique en général, sur les enjeux de l'heure. Évidemment, ces données-là sont collectées, on peut en faire l'analyse de données globale, conventionnelle, agrégée, d'avoir des visions, des angles sur les différents piliers de la démocratie, mais aussi, comme la boussole électorale, personnalisée pour le répondant. Je vous invite fortement à aller consulter le site. Là. Je le trouve même plus beau et un peu plus interactif que dans mes diapositives, mais c'est projetquorum.com. Puis ça, on voit la bourse de l'humeur. On suit le ton des médias d'opinion publique et des décideurs depuis le début de la crise. Vous pouvez répondre vous-même à un questionnaire pour voir où est-ce que vous vous situez. Dans le premier pilier, dans les médias, on va à toutes les 5 à 15 minutes chercher les unes de tous les principaux médias canadiens. Puis on en fait l'analyse textuelle automatisée. Ça fonctionne. Puis je sais que je suis dans un environnement un peu plus technique et technologique. Donc, on cible les unes parce qu'on s'intéresse à la science, à l'importance des enjeux. On s'intéresse à aller les chercher constamment pour voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui devient important. On fragmente les documents en unités de phrases et on leur donne un indice de pertinence sur l'enjeu, ici sur la COVID-19. Et ensuite, on en fait une analyse, soit de topic modeling sur les sujets discutés ou sur le ton
optimistes, pessimistes, puis ensuite on réagrège pour pouvoir suivre le ton des médias. Les décideurs publics fonctionnent de la même façon. On a retranscrit l'ensemble des conférences données par le premier ministre depuis le début de la crise de la COVID-19. Puis on va chercher aussi les textes de l'Assemblée nationale, puis les différentes conférences de presse et toutes les explications publiques qui ont été données par l'exécutif sont traitées de la même façon qu'avec les médias. Et pour les citoyens, c'est un peu plus complexe. On a fait des sondages, on a fait des tests avec des questions ouvertes pour pouvoir comparer les deux mesures, mais on s'est intéressé à poser des questions sur trois, je peux dire, sous-enjeux de la COVID-19. Un associé évidemment à la santé publique. Je cherchais à l'INSPQ en même temps, donc j'avais un pied dans ce domaine-là. Les sciences et technologies, avec le télétravail, les applications de traçage et les questions démocratiques. Je trouvais que ça allait bien ensemble, le point commun entre ces trois enjeux-là. C'est très rare en sciences politiques qu'on puisse étudier par sondage dans le même sondage, puis de pouvoir comparer les réponses à des enjeux aussi particuliers que ça. Donc, on a fait un large sondage qu'à l'interne, on appelle le mammouth, pour pouvoir faire plein de tests de dimension, surtout de validité pour pouvoir comparer avec les médias et le reste, et les décideurs publics. Donc, ça ressemble un peu à une boussole électorale, si vous avez déjà fait la boussole électorale, mais c'est 30 questions. Dans ce cas-ci, c'est 25 questions qui touchent des enjeux qui, justement, sur la démocratie, la santé publique, les sciences et technologies. On arrive à pouvoir créer, évidemment, différents profils. En agrégé, on peut en faire des analyses. Je vous invite fortement à aller voir Projet Quorum sur les médias sociaux. Sur notre site web, vous allez voir, il y a plein d'analyses, on peut en faire plein de trucs qui intéressent des gens qui sont en communication, des gens qui sont plus en sciences politiques, et j'espère au-delà aussi, parce qu'on est intéressé aussi à contribuer avec des gens qui sont peut-être en statistique aussi. Il y a une chercheuse justement du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval qui nous aide avec les pondérations pour rendre représentatives les données d'opinion publique. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher différentes sources de données pour pouvoir structurer la recherche en différentes personnes avec différentes expertises. Mais qu'est-ce qui est innovateur et particulier, c'est aussi l'analyse de données plus personnalisée. Donc, quand on répond, nous, comme répondants, mais on se fait donner à la fin du questionnaire, mais il y a un échange avec ce répondant-là. Donc, on ne fait pas simplement prendre leurs données sans rien leur donner en retour. C'est un peu l'idée, la philosophie derrière la boussole électorale, d'avoir cette espèce d'échange avec les citoyens. Mais on fait la même chose ici dans le projet Quorum. On leur présente une information sur dans quel pourcentage de la population sont plus optimistes ou pessimistes. Donc, les gens se posent souvent cette question-là en ce moment. Est-ce que je fais partie de ceux qui sont qui sont les plus pessimistes ou les plus optimistes? C'est moi qui prends ça trop à la légère? Est-ce que je prends ça trop au sérieux? Donc, je trouvais que ça répondait bien à un besoin dans la société. Puis, on a créé aussi 8 profils développés avec la firme Synopsys. Des profils sur le type de réaction à la COVID-19. Et un macaron qui a été développé avec la firme LG2. Un macaron qui, en ce moment, au-delà de un peu moins que 17 000 possibilités. Je l'appelle l'empreinte digitale. C'est dépendamment de comment on a répondu à chacune des questions, mais le macaron devient très, très, très individualisé. Puis ça, c'est dans le projet Quorum, la philosophie est vraiment ce lien-là entre le numérique, l'individualisation et l'agrégé. Puis le macaron, mais on peut l'interpréter. Donc, il y a des groupes comme Civics Québec, par exemple, qui s'intéressent à l'éducation civique et à la littératie numérique. Ça peut devenir un peu. Puis il y a un certain intérêt aussi du Musée de la civilisation de Québec avec qui je suis en discussion en ce moment pour pouvoir aider dans une exposition, même des enfants, mais d'autres personnes, juste d'un point de vue ludique, de pouvoir interpréter et comprendre mieux son macaron. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir amener des gens à lire des données autrement que des manières conventionnelles. Où est-ce qu'on en est rendu en ce moment? Ça, c'est le projet de Datagochi que je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi de donner la possibilité. On est en développement en ce moment pour essayer de donner la possibilité aux répondants de même jouer avec les données, de pouvoir voir quelles questions affectent soit le macaron ou affectent les réponses. Et cette interaction-là, j'appelle ça la démocratisation de l'analyse de données. Mais c'est qu'on est capable de comprendre
nous-mêmes, mais on est capable de comprendre aussi les autres en jouant avec les données comme ça, de manière ludique, puis de voir l'impact de certaines variables sur le résultat final. Évidemment, un projet de cette envergure, mais demande beaucoup de collaboration, différentes expertises dans différentes disciplines. Puis évidemment, c'est construit dans le cadre universitaire, donc il y a tout un aspect de protection des données qu'on n'avait pas vécu avec la boussole électorale, qui avait été développé dans le privé, qui avait été développé à l'extérieur de l'université. Alors qu'on était on était trois personnes au doctorat, mais on l'avait quand même développé à l'extérieur du cadre universitaire. Là, il fallait, comme pour le projet Quorum, qu'on respecte les normes éthiques et tout. Donc, c'était un grand défi, puis un défi de collaboration. Dans le développement lui-même, on a fait justement affaire avec différentes firmes, autant dans le développement du développement front-end, back-end, où on a fait affaire avec la firme de Unicorn Powered. Bien, on avait aussi des développeurs à l'interne. C'était bien important, peut-être c'est évident quand on est dans un milieu un peu de développement, mais que le code nous appartienne, que le code soit développé sur GitHub, qu'on puisse éventuellement même le mettre ouvert avec des normes universitaires. Donc, cette collaboration-là entre le privé et le public. Puis dans le design expérience utilisateur, on a aussi collaboré avec LG2. Qui ont beaucoup travaillé sur le design, les couleurs, etc., puis qui étaient là aussi pour pouvoir vraiment bien implémenter nos idées qui étaient plus fondées dans la théorie en sciences politiques. Dans la division de promotion, on a fait affaire avec TAC Conseil, qui nous a aidé sur les médias sociaux, parce qu'on a besoin, pour pouvoir construire notre panel, pour pouvoir construire nos bases de données au niveau individuel, d'avoir des gens qui viennent sur le site. Donc, il fallait avoir une bonne collaboration du côté de la communication. Pour l'hébergement des données, on le fait à l'interne à l'Université Laval avec Valéria. On s'entend ici, la logique, c'est vraiment de pouvoir avoir les trois piliers de la démocratie, l'opinion publique, les médias, les décideurs publics, d'aller chercher les données, de pouvoir les héberger de manière confidentielle, éthique sur les serveurs de l'université, pour ensuite les partager de manière encore sécuritaire pour les autres chercheurs. Mais aussi, l'idée, c'est aussi de pouvoir rejoindre les différents piliers, l'opinion publique, les médias, les décideurs, avec des sites de transfert de connaissances. Donc, c'est un peu ambitieux, mais c'est un travail de tous les jours de garder cet équilibre-là. Pour la protection des données, on pourrait y revenir, mais juste l'aspect, le petit tuyau qu'on appelle Déméter ici, de pouvoir garder les données d'utilisateurs, de pouvoir créer un compte, que quand on travaille sur un autre enjeu que la COVID-19, sur l'environnement, mais que les personnes puissent garder leur macaron, puis qu'on puisse l'embellir. Mais ça, il fallait avoir une approbation éthique pour le sondage, une approbation éthique aussi pour le compte. Ça a été fait dans le cadre normal, conventionnel, éthique de l'Université Laval. Quand j'ai lancé ma charte, je vais terminer avec ça, j'avais ma chaire en sciences sociales numériques, mais j'ai identifié 3 défis en sciences sociales numériques. Puis le premier défi, c'est clairement technique. On sait qu'en sciences sociales, on a un peu moins de connaissances techniques, de programmation, etc. Donc, ce projet, ce type de projet-là de transfert de connaissances ludiques, mais ça permettait de pouvoir répondre un peu à ce défi-là technique. Le défi éthique, je viens d'en parler. On peut travailler en concert avec le civil de l'Université Laval pour pouvoir vraiment y arriver. Mais il reste quand même le défi théorique. Ça s'applique beaucoup à tous les contextes numériques. Une fois qu'on a ces données-là, qu'est-ce que ça nous apprend de nouveau? Est-ce qu'on fait tout ça pour quelque chose un peu pour rien? Est-ce que l'ère numérique est simplement un objet de recherche qu'on observe de l'extérieur, ou est-ce que les outils qui sortent de l'ère numérique, puis les données qu'on peut tirer nous permettent de pouvoir comprendre le monde social différemment? Mais ça, évidemment, on parle de collaboration avec des firmes privées, avec des firmes de développeurs, mais c'est important aussi de rentrer dans la collaboration académique. Puis ça, j'ai beaucoup de gens, puis c'est certain que j'en oublie. Tout à l'heure, je parlais du CRDM avec les gens qui avaient une réflexion sur la pondération puis la représentativité des données. Je peux parler avec des gens en administration sur la bourse de l'humeur, dans les méthodes. Je pourrais parler de l'expertise de la chaire de recherche sur la démocratie des institutions parlementaires, sur tout l'aspect théorique lié aux décideurs publics ou le groupe de recherche en communication politique pour tout ce qui est en lien avec les médias.
Donc, évidemment, il y a la collaboration académique en plus de toutes les autres collaborations. Donc voilà, c'était le projet Quorum. Je vous remercie. Puis comme je disais tout à l'heure à l'animateur, si vous avez des questions aussi, même au-delà de la présentation, n'hésitez jamais à m'écrire à mon courriel personnel. Donc voilà. Excellent. Merci beaucoup, professeur Yannick Dufresne de l'Université Laval. On va passer à la période de questions. Je vous rappelle qu'en bas à droite, vous avez un petit onglet discussion interactive sur lequel vous pouvez cliquer et poser vos questions. Peut-être une première question, j'aimerais ça vous entendre peut-être élaborer un petit peu plus sur le concept là, de macaron personnalisé là, qui va collecter justement un certain nombre de données des utilisateurs. Je suis curieux de connaître votre vision sur la bonification justement des données là, qui vont s'ajouter au fil du temps sur ce macaron-là, puis sur la valorisation aussi que vous voyez par rapport à ce macaron. Je ne sais pas si vous voyez mon écran encore que je partage, mais justement, le macaron, on a créé des échelles sur les différents enjeux liés à la COVID. Tu sais, la COVID, c'est on pourrait dire un enjeu combiné entre les sciences et technologies. Donc, on construit des échelles avec différents indicateurs, différentes questions qui sont liées à la science et technologie. On voit en ce moment la distribution de cette échelle-là. Puis, dépendamment de où est-ce qu'on se situe sur cette distribution-là, on arrive à avoir un symbole. Donc, ici, on voit le bleu pâle qui apparaît ici parce qu'on était au centre ici. On a fait la même chose avec les questions qui sont liées à la démocratie. C'est important de dire qu'on a fait des tests de fiabilité aussi de ces indicateurs-là. C'est comme une boussole électorale. Hein. Il y a 2 dimensions. Donc, ici, mais il y aurait 4 dimensions dans ce cas-ci. C'est-à-dire pouvoir représenter 4 dimensions. La démocratie, la même chose pour la santé publique. Puis l'autre, c'était sur l'humeur. Puis les autres éléments, c'est les variables démographiques. Comme vous voyez ici, hommes, femmes, la langue aussi francophone, anglophone, puis l'âge. Mais tout ça, ça dépend aussi. Donc, c'est ça qui donne toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir, éventuellement, vu que les gens vont savoir créer un compte, c'est que les gens pourraient revenir pour faire donner leur opinion, s'informer sur un autre enjeu, comme la transition énergétique. Mais on pourrait alors rajouter une 5e dimension qu'on pourrait créer. Donc, on ferait un sondage préalable. On trouverait des indicateurs fiables d'un ou 2 dimensions. Puis on pourrait rajouter une autre forme au macaron pour qu'il devienne de plus en plus personnalisé. Est-ce que, justement, à force d'ajouter des nouvelles données récoltées, collectées à partir de nouveaux sondages, est-ce que vous avez remarqué une certaine augmentation de la précision, par exemple avec la boussole électorale, en ajoutant davantage d'informations un petit peu partout? Est-ce que ces précisions-là se raffinent dans vos précédentes prédictions? Oui, mais c'est intéressant ça justement parce que ça rejoint le défi théorique dont je parlais. Est-ce qu'on collecte ces données-là, puis ça a été longtemps de mes réflexions à la boussole électorale. Est-ce que toutes ces données-là, dans le fond, refont simplement qu'est-ce qu'on fait avec un sondage de 1000 personnes? On n'a pas besoin d'un sondage d'1 million ou 2 millions de personnes si on fait la même chose d'un point de vue populationnel. J'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, ça veut dire l'hétérogénéité des effets. Puis ça nous permettait de voir que dans des sous-groupes, j'ai écrit même un article sur habituellement dans la Convention en sciences politiques, c'est que les enjeux politiques n'ont pas d'impact sur notre vote. C'est tout le contraire. On est partisans et notre vision partisane détermine notre vision des différents enjeux. Par contre, quand on regardait un repositionnement, je donne un exemple comme ça, du Parti conservateur de Stephen Harper sur Israël, on ne voit pas d'effet dans la population complète. Mais par contre, quand on regarde nos concitoyens juifs canadiens ou musulmans canadiens, mais là, on voit un effet vraiment énorme. Mais vous comprenez que pour pouvoir obtenir assez de données pour avoir un échantillon représentatif de juifs canadiens ou musulmans canadiens, mais ça nous prend énormément de données. C'est cette réflexion-là qu'il faut avoir aussi. Hein. C'est la réflexion technique, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. C'est quoi la valeur réelle, théorique, qu'est-ce que ça nous amène à voir? Mais ça, c'est un bon exemple d'aller plus micro dans les sous-groupes. Un autre exemple, c'est quand on s'est posé la question sur le bilinguisme, l'appui de l'opposition au bilinguisme officiel au Canada. Par convention en sciences politiques, on a toujours pensé avec l'histoire du Reform Party, que c'est dans l'Ouest canadien qui avait la plus grande opposition au bilinguisme officiel. Mais en regardant les données au niveau des circonscriptions,
on s'est rendu rapidement compte que c'était pas le cas, que la plus grande opposition au bilinguisme officiel était dans la région d'Ottawa anglophone et dans les régions du Nouveau-Brunswick anglophone. Où est-ce qu'on s'attendait vraiment pas? C'est une capitale d'un pays bilingue et la seule province qui est officiellement bilingue au pays. Donc, dans d'autres termes, de regarder des sondages pan-canadiens ou pan-québécois, ça ne donne peut-être pas l'indication très, très précise de qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'une façon un petit peu plus précise, d'où les mouvements de société se passent, puis finalement, de fragmenter un petit peu plus l'opinion publique, puis de mieux s'attaquer à certains problèmes de société éventuellement. Oui, exactement. Puis, c'est important parce qu'on peut le voir. Avant, c'était un peu comme ça, je le voyais. Je voyais les nouvelles données, c'était comme un microscope, dans le fond. On voyait un microscope, on pouvait voir plus en détail des trucs qu'on ne pouvait pas voir avant. On avait des nouvelles lentilles dans notre microscope. Mais force est d'admettre qu'il y a un élément aussi qui se passe, qu'il y a une interaction, parce que les partis politiques ont aussi accès à des données comme ça. Donc, eux, ils font du micro-ciblage, ils vont chercher des groupes plus précis, donc ils changent notre objet de recherche aussi. Donc, c'est pas juste le microscope, c'est que notre objet qu'on observe aussi est en train de changer à cause de ces données-là. C'est de faire cette distinction-là qui est importante. Puis, tout à l'heure, je parlais de micro-groupes au niveau circonscription, au niveau sociodémographique, mais aussi on peut voir dans le temps, comme en boussole électorale, on est capable de voir l'effet de tout le monde en parle chez les francophones québécois en 2011. Un effet sur la perception de Jack Layton, mais pas nécessairement sur le vote. Mais après ça, l'effet d'un sondage avec des sondages classiques, c'était complètement impossible de faire ça. Est-ce que vous percevez de l'intérêt des décideurs à vos études? Est-ce que vous sentez que depuis le début, vous avez parlé de votre projet de doctorat, est-ce que vous sentez qu'il y a une progression, qu'il y a un intérêt croissant envers ce type de technologie puis d'études? Ça a pris quelques temps, mais en ce moment, l'intérêt est vraiment très grand. Quand on parle de micro-ciblage, quand on parle de marketing politique, quand on parle de segmentation de l'électorat, souvent au Canada, à cause des lois, sûrement dû en partie aux lois électorales, aux lois de financement, il y a moins de financement dans les campagnes électorales par rapport aux États-Unis, où est-ce que les bases de Barack Obama, tout ça, c'est au niveau du mythe presque en sciences politiques. Mais on le voit que les gens, que les politiciens veulent aller dans cette direction-là. Puis c'est de prendre le pouls, hein. C'est pas juste l'idée, on perçoit souvent que le marketing, l'idée, c'est de pouvoir manipuler les électeurs, tout ça, mais c'est souvent d'avoir une vision plus précise aussi, dépendamment de quel bord qu'on veut le voir, mais on peut le voir aussi comme c'est une meilleure façon. Ces données-là est une possibilité d'être plus à l'écoute de certains groupes dans la société. C'est souvent, moi, les données politiques, la métaphore que j'utilise souvent, c'est comme un marteau là, pour les fans de Pink Floyd The Wall. Un marteau, c'est un symbole de destruction comme c'est un symbole de construction. Ça dépend c'est qui tient le marteau et comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, si on l'utilise comme une meilleure possibilité d'entendre la voix des citoyens, ça peut être extrêmement positif. Surtout quand c'est fait dans un cadre universitaire avec des normes éthiques, etc. Donc, il ne faut pas toujours s'accrocher sur des questions de Cambridge Analytica qui ont frappé l'imaginaire avec raison. Mais il y a des manières de pouvoir bien utiliser ça pour pouvoir améliorer la voix du citoyen. Excellent. Un gros merci, professeur Yannick Dufresne, donc, qui est responsable de la chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques et professeur adjoint au département des sciences politiques de l'Université Laval. Je vous rappelle que pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions à professeur Dufresne, vous pouvez le faire via Swapcard. Professeur Dufresne va être très attentif pour répondre à toutes les questions. Sinon, je vous laisse au bon soin de ma collègue Gabrielle Langlois qui va prendre la relève pour la suite des présentations sur le thème des communautés, culture et justice. Merci encore une fois, professeur Dufresne, et merci aux participants et aux participants. Merci à tous. Merci pour l'invitation.